Imaginez un monde où les dettes sont devenues si énormes que les gouvernements n'ont qu'une seule solution: faire tourner la planche à billets. C'est exactement ce que décrit Ray Dalio dans son analyse des grands cycles économiques. Nous serions aujourd'hui dans la phase finale de ce cycle, celle où la monnaie fiduciaire perd de sa valeur, où l'inflation ronge l'épargne et où la confiance dans le système financier vacille. En septembre 2025, les dettes publiques et privées additionnées ont franchi un record: 338 000 milliards de dollars, soit plus de 2,3 fois le PIB mondial. La dette publique mondiale dépasse déjà les 100 000 milliards. Et c'est surtout la dette privée, ménages et entreprises qui explose. Ce niveau d'endettement est une véritable bombe à retardement. Plus il enfle, plus les banques centrales sont poussées à imprimer de la monnaie. Alors que faire? Comment se protéger quand le sol semble se dérober sous nos pieds? C'est là que l'or et l'argent entrent en jeu. Chaque grand cycle économique suit à peu près la même logique. On accumule des dettes, on profite d'une période de croissance, puis on atteint un point où les dettes deviennent impossibles à rembourser. Dans ces moments-là, deux options existent. Soit on restructure brutalement les dettes, souvent dans la douleur, ou soit on choisit la solution douce, qui consiste à créer plus de monnaie. Sauf que cette option, elle finit toujours par la même conséquence: l'inflation et la dépréciation monétaire. Et c'est précisément dans ces phases que les métaux précieux reprennent toute leur importance. Pourquoi l'or et l'argent? Parce que ce sont des actifs tangibles, impossibles à imprimer, et considérés comme des encres de valeur. L'or perçu comme l'actif monétaire ultime, stable, reconnu, utilisé depuis des millénaires. L'argent, plus volatile, mais aussi plus dynamique. En plus de son rôle de valeur refuge, il a un rôle industriel crucial: électronique, panneaux solaires, voitures électriques. Autrement dit, l'argent a deux moteurs: la demande des investisseurs et la demande de l'industrie. Certains analystes n'hésitent pas à parler de scénarios spectaculaires si la crise s'aggrave. L'or pourrait grimper jusqu'à 6 000 $ l'once. L'argent pourrait atteindre, lui, jusqu'à 68 $ l'once. Pourquoi? Parce que l'argent est considéré souvent comme l'or du pauvre. Accessible, tangible, il attire les petits épargnants. Et si des millions de particuliers se tournent vers lui en même temps que l'industrie en réclame toujours plus, la pression sur les prix devient énorme. Qu'est-ce qui pousse dans cette direction? Les tensions géopolitiques, Chine, USA, Ukraine, incertitude politique. Tout cela renforce l'attrait des métaux refuges. L'inflation persistante et les politiques de taux d'intérêt. Quand la monnaie perd de sa valeur, l'or et l'argent protègent du pouvoir d'achat. Un dollar plus faible rend ces actifs plus abordables aux yeux du monde. Et pour l'argent, une demande industrielle en plein essor, avec en ligne de mire la transition énergétique. La combinaison de ces facteurs crée un contexte unique, où le potentiel de hausse devient difficile à ignorer. Alors, faut-il acheter de l'or? Faut-il miser sur l'argent? Et surtout, sous quelle forme? Physique, ETF, actions minières. J'ai préparé pour vous des rapports clairs, précis, concrets, pour que cette envolée des métaux précieux devienne aussi une source de profit pour vous. Le seul but, transformer l'envolée des métaux comme un avantage pour votre portefeuille. Le lien est en description. Nous sommes peut-être à l'aube d'un basculement historique. Dans un monde où la dette et l'inflation fragilisent la monnaie, l'or et l'argent apparaissent comme des piliers. La question n'est donc pas seulement jusqu'où peuvent-ils monter. La vraie question, c'est: avez-vous pris vos précautions avant que la tempête ne se lève vraiment? À très bientôt.